Ça fait genre depuis le début de la chaîne YouTube qu'on me demande de faire cette vidéo. J'ai jamais trop réussi parce que les tops c'est assez compliqué, ça évolue, mais je pense que en tout cas en ce moment c'est pas prêt d'évoluer. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, enfin j'arrive avec cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, mon top 5 films, séries MCU, projets MCU globalement. Qu'est-ce qui m'a le plus touché, qu'est-ce qui m'a le plus plu parmi le tout début depuis Iron Man 1 en 2008, l'introduction du MCU. Il y en a des choses qui se sont passées et pourtant on va essayer dans cette vidéo de dégager mon top 5. Alors je sais que d'habitude les tops c'est plus du top 5 au top 1 on va dire, mais là il n'y a pas vraiment de suspense, donc je vais plus faire du top 1 au top 5. Comme ça vous aurez peut-être quelques surprises sur des projets qui se retrouvent potentiellement dans mon top. Je tiens à dire, bien évidemment, vous le savez, tous les youtubeurs font ça parce que sinon on se fait démonter en commentaire parce que les gens ne comprennent pas que c'est notre top. Donc je le répète, c'est mon top, ma sensibilité. Je ne dis pas que tel projet est meilleur qu'un autre, je dis que j'ai préféré tel projet à un autre. Je tiens à dire que ce top peut évoluer et c'est pour ça que si jamais vous me suivez sur Letterboxd, eh bien vous êtes avantagé parce que là je mets à jour la liste MCU, mon classement MCU à jour. Ceci étant dit, n'hésitez pas vous à me faire votre top 5 MCU histoire qu'on compare un petit peu nos résultats. Et puis donc c'est parti. On se charge de classer les 5 meilleurs projets MCU depuis son tout départ en 2008. Oh là là, ça nous fait pas tout jeune. C'est parti. Le top 1 de cette longue liste, parce que je pense qu'on va beaucoup parler, sauf au départ, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments à apporter en soi, hein. C'est bien évidemment Avengers Infinity War. Alors le choix a été très compliqué entre Endgame et Infinity War, et ce qui va se jouer selon moi, c'est plus l'objectivité, on va dire. Endgame est le film par excellence qui te conclut 10 ans, je crois, de fanservice, donc vraisemblablement, quand t'as la scène du portail, bah tu pleures, et vraisemblablement, c'est ce qui m'a fait pleurer dans ce film. Même encore, quand je vois cette scène des années après, j'ai encore les petits frissons. Donc oui, Infinity War, je l'ai mis avant parce que j'essaie d'être le plus objectif possible dans ce top en mélangeant bien évidemment ma sensibilité, ma subjectivité. Et Infinity War, c'est un film que je trouve beaucoup mieux construit, beaucoup plus équilibré, avec des enjeux aussi qui sont plus importants. C'est aussi la première fois dans un film du MCU que les choses se terminent très mal pour les Avengers. Alors, le souci, c'est que à côté, le suspense était un peu biaisé quand tu connais les comics. Et on était tous à peu près ici sur cette chaîne, en tout cas je pense, à connaître les comics à ce moment-là. On savait qu'ils allaient bien évidemment revenir, ou en tout cas qu'ils allaient trouver un moyen pour défaire ce que Thanos avait fait, c'est-à-dire snapper la moitié des Avengers, dont Spider-Man. Ne touchez pas à Spider-Man, s'il vous plaît, plus jamais. Et Infinity War a aussi ce truc finalement que Endgame n'a pas, c'est-à-dire la petite étincelle de cette première partie qui est là pour conclure 10 ans de saga scénaristique. Le MCU, tout ça, c'était pour mener à Infinity War. Au final, quand voilà le logo Marvel Studios s'affiche, quand tu commences, bah, t'es transcendé, tu te dis ça y est, j'ai été fan pendant tant d'années pour voir ça, est-ce qu'ils vont nous décevoir? Et ça a été vraiment le truc où ils ont vraiment géré selon moi, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on était dans le MCU et on avait des attentes qui étaient mais insane. Je crois que c'est la première fois qu'on tease autant quelque chose pour mener à une suite. Alors il y avait les films Star Wars notamment qui sont arrivés 15 ans après, donc la fameuse trilogie centrée sur le personnage de Dark Vador. Qu'est-ce que ça allait être? Ben forcément là il y avait de l'attente. Là ben nous de notre côté on avait le MCU, Thanos qui était utilisé depuis 10 ans là aussi, les Avengers qui petit à petit se compléter, etc. Bien évidemment, j'ai envie de dire toute cette conclusion au Pierre découvre un petit peu ce qu'il en est, parce que bon, l'éther, le Tesseract, etc. Tout ça a été teasé depuis un moment, Loki. Et là, ça y est, on y est. On a notre titan fou qui a pas mal parlé. Moi je fais partie de la team, c'est vrai, qui préfère Thanos comme il avait été teasé physiquement de base, qui faisait un peu plus alien qu'humain. Et au final je trouve que ça sert l'intrigue, étant donné que Thanos dans Infinity War est beaucoup humanisé. C'est clairement le personnage principal de ce film, tout tourne autour de lui. Et du coup le fait de l'humaniser physiquement, ça permet de un peu plus compatir envers ses enjeux, envers sa famille, Gamora, Nebula, etc. Bref, c'était plutôt un bon plan, même si de base, juste en voyant le look de loin, j'étais pas ultra fan avec son menton couillu, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au final, il était plutôt convaincant. C'est avec ce film d'ailleurs que Thanos est rentré dans, selon moi, la liste des méchants cinématographiques les plus importants, les plus imposants, les plus charismatiques. Et ben, ça a pas manqué vu que Thanos est incroyable. Et aujourd'hui, en 2022, Thanos est toujours autant respecté pour ça. Alors Infinity War ne jouit pas non plus de la meilleure réalisation. On est sur quelque chose d'assez lambda, d'assez grisé par moments, de très contrasté aussi, comme Marvel Studios a l'habitude de faire depuis son tout début dans le MCU, mis à part quelques projets assez hauts en couleur, comme Thor Ragnarok, les Gardiens, etc. Mais vous savez quoi? C'est une réalisation
qui est efficace. C'est un petit peu ce que je dis aussi pour Spider-Man No Way Home, c'est que oui, Spider-Man No Way Home n'est pas si bien réalisé que ça aurait pu être beaucoup mieux, mais tout comme Infinity War, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais ça fonctionne, c'est efficace, et bordel, on a eu les frissons, et ça c'est le principal. Le top 2 de ce classement, là vous allez peut-être être surpris, ce n'est pas Avengers Endgame, et moi aussi je suis le premier à être surpris là-dessus, figurez-vous, c'est WandaVision. Alors là, WandaVision c'est le parfait exemple pour moi de ma subjectivité, enfin le parfait exemple pour moi de la subjectivité c'est Spider-Man No Way Home, et alert spoiler, il n'est pas dans ce top 5. Pour être plus précis, Spider-Man No Way Home est top 6, voilà, ça c'est le petit bonus de la vidéo, et c'est entièrement subjectif là pour le coup, je suis trop fun pour pas le mettre dans le top 6. Mais WandaVision était là quand on en avait le plus besoin. Et je pense que c'est ça qui a fait que, si vous voulez. C'est-à-dire que ça faisait à peu près, je crois, 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, bon, ça remonte, on n'a pas envie de se souvenir ce détail, mais qu'on était en plein confinement, en plein Covid, les tournages étaient arrêtés, c'était le gros bordel, tout était reporté sans cesse, et là débarque WandaVision. Et pour être honnête, je me rappelle encore du générique du premier épisode de WandaVision qui m'a fait pleurer de joie, parce que oui, je suis fan du MCU comme vous le savez, et bordel, quand ça fait 1 an et demi, 2 ans que t'as pas eu de projet inédit du MCU, et qu'en plus WandaVision c'était une des séries que j'attendais le plus, ouais, j'ai pleuré de joie les gars, carrément, j'étais ultra content. Et pourtant ce n'était que le début de ma joie, parce que même encore en 2022, et je tourne cette vidéo, on est juste après, on va dire, la diffusion de Miss Marvel, c'est encore la série qui m'a le plus transcendé. Il y a eu énormément de vidéos théories là-dessus, j'y pensais jour et nuit, et je vous assure, je dis ça premier degré, j'ai rêvé de WandaVision. WandaVision a toujours quelque chose que le MCU n'a pas toujours, c'est-à-dire quelque chose d'artistique. En fait, je vous l'ai dit pour Endgame, on est toujours sur des éléments classiques de mise en scène, de réalisation, etc. Donc juste dans sa forme déjà, il y avait une chose nouvelle à découvrir, le côté noir et blanc, le côté 4 tiers, qui je sais, en a rebuté certains, notamment durant ces 2-3 premiers épisodes, je me rappelle. Mais pour le coup, moi j'ai adoré avoir une nouvelle proposition, je suis quelqu'un de curieux, et pour le coup, je trouve qu'ils se sont amusés. Ils se sont amusés derrière, ils se sont amusés devant la caméra. Donc ça, pour le côté mise en place, j'ai adoré. Et pour le côté fond, bah écoutez, on était dans la continuité un petit peu de l'aspect dramatique d'Endgame, c'est-à-dire qu'on suivait quasiment le deuil de Wanda, le fait qu'elle n'arrive pas tellement à gérer son deuil, le fait qu'elle utilise ses pouvoirs et plein d'autres choses pour recréer un petit peu sa vie d'avant, juste avant de se rendre compte que ce qu'elle fait c'est pas tip top entre guillemets, et j'ai trouvé ça juste incroyable. C'est avec cette série selon moi qu'elle est devenue un des personnages maintenant favoris de la plupart des fans. Donc j'ai adoré toute la mise en place de l'intrigue, les flashbacks en Sokovie, la découverte d'Agatha Harkness, Mephisto bien évidemment, comment ne pas en parler, qui en fait c'est comme s'il était dans la série. On en a tellement parlé, on a tellement théorisé, mais tous autant qu'on est sur Mephisto, que en fait bah, c'est comme s'il avait existé dans cette série d'une manière ou d'une autre. Je sais que certains ont été déçus par contre par le dernier épisode notamment, pour le coup moi ça n'a pas été du tout mon cas. J'ai adoré la manière dont le costume final de Scarlet Witch a enfin été révélé, les petites runes qui se baladent à droite à gauche notamment dans le ciel, le fait qu'Agatha Harkness soit en mode surpuissante, qu'elle présente aussi le Darkhold à Wanda, bref j'ai surkiffé cette série et vraiment c'est même pas juste une de mes séries, un de mes projets favoris du MCU, c'est une de mes séries favorites parmi toutes les séries, Netflix, tout ce que vous voulez, all time. Donc oui, WandaVision, c'est aussi pour ça que je l'ai accroché sur mon mur, j'ai surkiffé. Le top 3 du coup de cette vidéo concerne bien évidemment Avengers Endgame. Pour le coup, je vais pas en parler si longtemps que ça parce que je pense que c'est un avis qui est purement subjectif et je trouve que c'est déjà un miracle en soi que je ne l'ai pas placé en top 1 ou en top 2 parce qu'il y a des scènes là-dedans qui te transcendent quand t'es fan. C'est-à-dire que quand tu suis le MCU depuis 2008 et moi bien avant dans mon cas, moi je suis fan du MCU depuis les tout premiers X-Men, depuis Spider-Man, et oui j'ai bien dit MCU, voilà, vous considérez que c'est canon ou MCU ou pas depuis No Way Home, je m'en contrefiche complètement, le but c'est que c'est un film Marvel et moi j'avais adoré depuis 2001, 2002 quand même, hein, c'est quelque chose quand même depuis, hein. Donc là on arrive avec ce film qui conclut, mais tellement d'intrigues, tellement de films, tellement d'arcs scénaristiques de personnages, et tu as d'un coup plein de scènes à la fin, et rien que d'en parler, vous le voyez, je suis pas bien. Donc la scène du portail déjà, qui est pour moi la scène la plus emblématique de tout le MCU, et pourtant, il y a quand même plein de scènes du MCU qui sont emblématiques, mais alors celle-ci, je me rappelle m'être tapé contre la cuisse au moment de la salle, parce qu'en fait j'étais avec des gens qui n'étaient pas spécifiquement fans du MCU, on n'était pas encore dans l'ambiance du Grand Rex on dira, et forcément je devais contenir mon émotion, et je me rappelle, mais vraiment la scène du portail, me défoncer la cuisse, me taper à coups de poing comme ça alors que j'étais assis, et me taper un bleu après pendant 3 jours, c'était mon souvenir de Avengers Endgame les gars, et c'était incroyable.
incroyable là-dessus, vraiment j'ai adoré. Je vais vous faire une confidence ici, j'étais tellement sous le choc de toute la bataille finale, de tout ce qui se passait, Thanos, Captain America, Captain Marvel qui arrive d'un coup, la scène du portail, etc. Que au moment où Captain America soulève le marteau de Thor et qu'il y a un petit teasing quand même qui est fait, c'est-à-dire que tu vois juste en gros plan le marteau qui se soulève et tu comprends bien après, quelques secondes après, que c'est Captain America qui l'utilise. Et moi je n'ai pas capté en fait que c'était genre le reveal du moment si vous voulez. Pour moi j'ai eu aucune réaction à ce moment-là parce que j'étais tellement en transe que je n'ai même pas capté ce moment-là. Et c'est vraiment après un deuxième visionnage que là je l'ai vu. Bon alors évidemment Avengers Endgame a ses défauts, le traitement notamment de Hulk, Professeur Hulk qui est bien loin de ce qu'on peut imaginer d'un Hulk, ou encore un Thor qui a pris du bide, etc. Pour le coup, le Thor, vous le savez, c'est un personnage que je trouve énormément épique. Une des scènes les plus épiques qu'il a, c'est dans Avengers Endgame, au moment où il prend Stormbreaker et Mjolnir d'un coup. Alors oui, avant ça, il joue avec beaucoup d'humour, mais on reste quand même sur le Thor qu'on nous a introduit depuis le début du MCU. On aime ou on n'aime pas, mais mine de rien, ce Thor obèse, fan de McDo, moi j'ai adoré. Vraiment. Et après, concernant Professeur Hulk, c'est vrai que c'est un petit peu le truc que je retiens en mode négatif de tout ça. C'est comme ça, écoutez, j'espère, on croise les doigts pour avoir une adaptation un jour d'un vrai Hulk, s'il vous plaît. Un vrai Hulk. Le top 4 du MCU, et c'est assez rare pour le souligner parce que c'est un film qui est rentré très récemment là-dedans, il faut le faire pour rentrer autant dans le top 5, on va dire directement, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de déceptions concernant ce film parce que c'est un petit peu le marketing, les fans, certains youtubeurs aussi, dont moi peut-être il y a bien des mois avant la sortie, on vous a parlé notamment de beaucoup de caméos, notamment après l'arrivée de Spider-Man No Way Home, où voilà, on sentait que tout était possible, en fait, notamment avec Loki, etc. Et on se disait, mais en fait, ils peuvent tout faire dans ce film. Et donc, on théorisait un maximum, jusqu'à moi, me concernant, qu'il y ait la première bande-annonce, je crois, qui soit sortie, ou en tout cas, les premiers teasers, etc. Où là, je me disais, ok, ils ont l'air de la jouer un petit peu plus safe que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, certains sont restés un petit peu sur ces théories, d'autres sont revenus un petit peu sur leurs arrières comme moi, et c'est pour ça, je pense que je n'ai pas été déçu, et même agréablement surpris, dans le sens où on s'est retrouvé face à du grand Sam Raimi selon moi, des scènes où il a l'air de clairement se faire plaisir, on a clairement ses plans signature sur les yeux, sur les gros plans, etc. Il a même incorporé quelques petits plans western, et il est même allé sur l'avis contraire de Kevin Feige, qui lui demandait d'enlever certains plans qui faisaient un peu trop kitsch, là où Sam Raimi a dit, écoute frérot, j'aimerais juste m'amuser, regarde, je suis sûr que ça va bien fonctionner. Oui, ça a bien fonctionné. On a évidemment une Wanda qui continue toujours et encore son développement suite à WandaVision, c'est pas vraiment une surprise du coup que j'adore Doctor Strange 2, étant donné que c'est un petit peu la suite directe à WandaVision qui est dans mon top 2, mais c'est pas que pour ça en fait, c'est parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'impression d'avoir enfin un film à la fois très ambitieux et à la fois très artistique. On a eu du Shang-Chi, on a eu du Eternals, mais par moments c'était artistique, par moments c'était ambitieux, c'était assez inégal sur ces deux points, et là pour moi avec Doctor Strange et The Multiverse of Madness, on se retrouvait vraiment avec un bon équilibre entre les deux. Alors je ne suis pas le plus grand fan de Patrick Stewart, et pourtant comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai grandi avec les films X-Men, mais c'est pas un acteur à côté de ça qui me transcende. Par contre, John Krasinski en Mister Fantastic, alors là j'étais heureux. Là j'étais heureux parce que j'étais à la fois fan de ça, et à la fois dans la peau des milliers de personnes, si ce n'est peut-être des millions, qui ont demandé pendant tant d'années que John Krasinski incarne le Mister Fantastic du MCU, et là on l'avait sous les yeux. Alors, je sais pas si ça sera le cas pour le film 4 Fantastique pour le coup, on a déjà parlé de ça sur la chaîne, mais par contre, sur le moment, j'étais comme un dingue, j'étais content pour moi et j'étais content pour les fans, donc vraiment, il y avait tout qui allait à ce moment-là. Bon, mis à part le fait qu'on le présente comme l'homme le plus intelligent et qu'il se fasse découper après en spaghetti, j'avoue, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais mis à part ça, c'était du pur plaisir. Et enfin, le dernier projet à être dans mon top 5 MCU, c'est Captain America Civil War. Et là, c'est ma plus grande surprise, parce que Captain America, c'est pas le héros que j'apprécie le plus. Généralement, soit on est team Iron Man parce qu'on aime le côté excentrique du personnage, rebelle un petit peu de la société, etc. Soit on apprécie Captain America, qui lui, avant Civil War, était beaucoup plus droit dans ses bottes, il suivait un petit peu les ordres, etc. Il avait son petit côté rebelle toujours, tu le sentais, mais vraisemblablement, c'était un petit peu le Superman, on va dire, du MCU, dans le sens où il essayait toujours d'être le mec le plus droit, le plus juste, pas dire de gros mots, pas faire de vagues, etc. Juste faire la mission terminée. Et ben mine de rien, Captain America, si on parle juste du personnage pour l'instant, c'est un personnage que j'ai commencé notamment à apprécier dans Civil War, parce que c'est la première fois qu'il dit, bah écoute le gouvernement, tu vas bien te faire voir maintenant, moi j'ai mes convictions et je vais les mener à terme. Alors oui, certains me diront, et c'est totalement le cas, que Civil War en film est bien inférieur à ce qu'il est dans les comics, puis c'est quand même un événement majeur, t'as Spider-Man dedans qui révèle son identité, 3 camps, on va dire, dans Civil War dans les comics, t'as celui de Captain, celui d'Iron Man, et au milieu t'as celui de Spider-Man qui sait
pas trop se mettre, qui trouve des avantages, des inconvénients des deux côtés, etc. Mais Civil War en soi, le film, je trouve assez bon. Sa réalisation, certes, peut être assez fade par moment, beaucoup là aussi de plans grisés, etc. Et c'est pas le plus important parce qu'on est toujours sur un côté dramatique et qui plus est politique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que c'était pour moi un des films, peut-être pour la première fois ou une des premières fois, qui reflétait vraiment le monde actuel. C'est-à-dire que Civil War, t'arrives parfaitement à concevoir que à l'heure actuelle, dans notre monde, si jamais il devait y avoir des super-héros, tu sais que ce qui s'est passé, les accords de Sokovie, etc., le gouvernement qui essaie de mettre en place justement le fait de contrôler les super-héros pour pas qu'ils fassent de vagues, pour voilà, les contrôler tout simplement, tu sais que c'est quelque chose qui est possible et très probable si jamais ça devait arriver. Donc c'est un des films les plus réalistes selon moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accroché. On a aussi l'introduction de Black Panther que j'ai adoré et qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai préféré Black Panther dans Civil War que durant tout son film Black Panther, ce qui est assez paradoxal. J'ai pas vraiment de problème avec le film Black Panther, mais je sais pas, c'est une sensibilité que j'ai plus eu dans Civil War par exemple. Et finalement, la petite excuse scénaristique pour qu'il y ait une guerre civile, parce que c'est vrai qu'au départ c'est un petit peu comme Batman vs Superman, tu te dis mais attends, mais comment est-ce que deux héros qui ont un petit peu les mêmes ambitions, les mêmes principes, comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver à se foutre sur la gueule, quoi, on va dire. Et c'est pas que deux héros, c'est vraiment deux teams. Et c'est là où ils ont réussi à faire ce que Batman vs Superman selon moi n'a pas fait à côté, c'est qu'ils ont réussi à trouver vraiment l'excuse sur les émotions, c'est-à-dire le fait que Bucky en fait a tué les parents de Tony Stark, on va dire, et que en plus Captain America le savait et le protégeait. C'est quelque chose qui a merveilleusement fonctionné parce que tu sais que les émotions, et notamment la famille, ça va au-delà de toute conviction, au-delà de tout principe, et tu comprends parfaitement que Tony Stark en fait s'emballe et qui commence à défoncer Captain au moment où il l'apprend. C'est clairement possible et c'est clairement là aussi un côté réaliste. Bien évidemment, comment parler de Civil War sans parler de son petit caméo, hein, Spider-Man, plus qu'un caméo d'ailleurs, un personnage, l'introduction, ça y est, c'est officiel, du Spider-Man dans le MCU, après tant d'années d'attente, après plein de négociations entre Sony et Disney, ça y est, c'est enfin possible. Et je me rappelle encore du moment où j'ai découvert le second trailer de Civil War, où on voyait Spider-Man à la toute fin. Et là, j'étais comme un malade mental parce qu'en plus j'étais pas vraiment dans ce truc de voilà, faire des vidéos YouTube, suivre l'actu, etc. Donc j'étais vraiment très indifférent à tout ça, j'avais vu aucune théorie, aucune rumeur, rien du tout, et je connaissais même pas le comics à l'époque, donc j'imaginais même pas Spider-Man dans cette histoire. Donc je le vois. Et vous le savez, moi c'est mon héros favori, j'étais quand même malade. Alors au départ avec quelques petites réticences, notamment le costume en full CGI, pas tellement de relief sur l'étoile, on sortait quand même de Sam Raimi qui m'avait transcendé, de Amazing que je trouvais épique, et là on nous montre un Spider-Man en full CGI, avec notamment par contre des yeux comme ça qui s'agrandissent, que j'avais plutôt bien apprécié. Tom Holland à l'époque, j'étais pas non plus le plus fan, et je pense que comme beaucoup on n'était pas ultra convaincu par Tom Holland, et pourtant c'est vraiment un très bon Peter Parker, un très bon Spider-Man. Après son troisième film en tout cas, ça y est, on est vraiment à fond dans ce qu'est Spider-Man dans les comics. À l'époque de Civil War déjà, le fait qu'il soit un petit peu hyperactif, qu'il fasse des vannes, qu'il fasse des boulettes, le fait qu'il entoie le Falcon et Bucky ensemble, qui commence à vanner, etc. Bref, moi c'est quelque chose en tant que fan qui m'a ultra séduit, et donc forcément c'est dans mon top 5 MCU. Donc voilà, j'ai essayé de pas beaucoup parler, de vous résumer mon avis. Si jamais tout ça, ça vous intéresse, si jamais vous voulez continuer un petit peu la suite de mon classement, écoutez, je pense qu'un jour en stream sur Twitch, parce que vous le savez, les streams se passent sur Twitch exclusivement, on fera ça, on fera une tier list de films MCU, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, hein, parce qu'on est quand même 3-4 fois par semaine en stream pour décrypter l'actualité ensemble, que ce soit Marvel, DC ou encore série. Et puis en attendant, comme je l'ai dit, le top 5 MCU en commentaire, c'est pour vous, n'hésitez pas à le balancer pour qu'on compare. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.